Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Nous avons l'honneur de recevoir François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et candidat aux élections européennes. Merci François Asselineau d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, la dernière fois qu'on vous a reçu, c'était il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, la France a dû faire face à de nombreux défis. Donc avec les différents conflits qui ont éclaté récemment, on a pu constater une profonde dissonance au sein de l'UE, avec des désaccords importants entre les différents États membres, mais aussi une grande impuissance face à l'escalade de ces conflits. Pensez-vous que la perspective globale de la construction européenne est en train de changer aujourd'hui? Et donc que des discours comme les vôtres, qui prônent plus d'indépendance et un retour à la souveraineté, suscitent plus d'intérêt auprès du public européen? Oui, alors incontestablement, si vous voulez, on a fêté il y a quelques jours les 17 ans de l'Union populaire républicaine que j'ai créée donc le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire du traité de Rome. Je peux vous dire que je suis quand même bien placé pour voir ce qui s'est passé depuis 17 ans. J'ai créé ce parti pour appeler les Français, au-dessus du clivage droite-gauche, à se rassembler pour faire sortir la France, libérer la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je peux vous dire qu'il y a 17 ans, mais c'était vrai il y a 16 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a encore même 5 ans, c'est un discours qui passait très mal, qui a commencé à changer un petit peu avec le Brexit au Royaume-Uni, on y reviendra peut-être. Dans les débuts, les gens me traitaient de fou. D'abord, ils pensaient qu'on ne pouvait pas sortir de l'Union européenne, et puis ils ressassaient les grands mantras, vous savez, comme la religion tibétaine, c'est-à-dire des formules comme ça, très, très convenues. L'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la démocratie, l'Europe, c'est le bien-être, etc. Donc ça suffisait comme argument, et ils ne voulaient pas entendre les analyses que je faisais, et qui avaient été forgées par mon expérience. Je ne suis pas tombé dans la marmite de l'anti-européisme étant petit. Quand la première fois que j'ai eu le droit de vote, j'étais étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste de Simone Veil aux élections européennes, les premières au Parlement européen de 1979. Donc c'est bien le fruit de mon expérience qui m'avait amené à faire ça. Et donc il y avait, encore il y a 7-8 ans, il y avait quand même une très très grande défiance vis-à-vis de mes analyses. Et ce qui s'est produit, et ça s'est accéléré au cours des 3 dernières années, ce sont des changements fondamentaux. Il y a eu, en France, d'abord la crise des Gilets jaunes, qui a beaucoup marqué l'opinion publique, puisque traditionnellement en France, lorsqu'il y avait 1 million, 2 millions de personnes dans la rue, le gouvernement sautait ou on changeait des ministres. Là, pas du tout. Là, on a eu Macron qui a envoyé des policiers. Il y a eu une trentaine de personnes éborgnées, mutilées à vie. Donc, on a eu affaire à un État beaucoup plus dur que prévu. Et on a compris, enfin certains ont commencé à comprendre que si Macron était aussi violent, aussi dur pour imposer ses choix, ça a été pareil pour l'affaire des retraites, c'est parce qu'il n'avait pas le choix et que ça lui était dicté par l'Union européenne. Ensuite, on a eu l'affaire du Covid. Et là, les Français ont découvert que l'Union européenne, que l'on nous présentait comme une structure protectrice, très transparente, etc., était le lieu de choses extravagantes, comme par exemple des commandes de Madame von der Leyen au président de Pfizer pour 41 milliards d'euros, vous savez, sur un simple téléphone portable, alors qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres public, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les contrats, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les injections, etc. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette structure-là? Et puis est arrivé un troisième phénomène, l'affaire de la guerre en Ukraine. Et là, les Français ont découvert et découvrent de plus en plus que cette Europe qu'on nous présentait comme étant gage de paix, en fait, est en train de nous entraîner vers le conflit. C'est d'ailleurs, j'avais fait une conférence, je suis désolé de me citer, mais dès 2013, où j'expliquais qu'en fait, la construction européenne était en train de reproduire les mêmes grands schémas d'alliance que ceux qui nous avaient emmenés dans la guerre de 1914. Si vous remplacez, en 1914, vous aviez l'empire bismarckien, l'empire des Habsbourg et l'empire ottoman, contre lequel vous aviez l'alliance entre la France, le Royaume-Uni, la Serbie et puis la Russie. Eh bien, si vous changez le nom des acteurs et que vous remplacez ça par la Russie étant cette fois-ci dans le camp des méchants avec la Chine et puis le monde arabo-musulman, l'OTAN en fait nous mène par un jeu d'alliances automatiques à un conflit directement avec ça. En tout cas, moi je vois qu'autour de moi, énormément de gens se sont rendus compte que on était maintenant lancé dans quelque chose de totalement déraisonnable. Voilà.
avec en plus de ça un président de la République, M. Macron, qui, lui, il fait du jusqu'au-boutisme sur l'affaire. Donc, les Français, on voit bien qu'il y a des choses qui vont plus du tout. Voilà. Ça devient extrêmement inquiétant, de même qu'il est extrêmement inquiétant que l'affaire de l'explosion de Nord Stream qui nuit profondément aux économies allemandes et françaises. En fait, tout le monde sait dans toutes les chancelleries, tout le monde sait dans toutes les salles de rédaction que ce sont les Américains qui ont organisé le coup. Ils l'avaient d'ailleurs annoncé, mais on fait semblant que personne ne sait de quoi il s'agit. Bon. Donc on voit le fait, ce que je dénonce depuis 17 ans, c'est que la construction européenne est en fait un assujettissement aux intérêts géopolitiques des États-Unis, ce que d'ailleurs savent tous les gens qui ont un peu travaillé sur les questions géopolitiques, ce que De Gaulle lui-même dénonçait. Ben, maintenant, le grand public s'en rend compte. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, il y a encore un 4e étage de la fusée qui est arrivé, c'est la question des élargissements. Avec les élargissements, maintenant, il y a quand même 9 élargissements qui sont en cours, avec des pays aussi peu recommandables que l'Albanie, qui est le pays d'absolument tous les trafics. Vous avez tout, le trafic d'armes, trafic de prostitution, trafic d'organes, trafic de cigarettes, trafic de drogue, trafic d'argent. Enfin, c'est incroyable, et c'est le pays de toutes les mafias. Vous avez la perspective de l'entrée de la Géorgie, donc qui n'est même pas un pays européen, puisque c'est au sud de la ligne de crête du Caucase, donc ça fait partie de l'Asie géographique, à quelques kilomètres carrés près. La Géorgie, qui est un pays qui est en conflit avec la Russie, puisqu'il y a 2 de ces régions qui sont actuellement occupées par la Russie. Maintenant, ça y est, elle a le statut de candidat. Et puis, n'oublions pas, et surtout, l'Ukraine. Or, même la FNSEA, c'est-à-dire le grand syndicat agricole qui défend, c'est pas les exploitations agricoles familiales, ils défendent la FNSEA, c'est le gros business, agro-business français. Même la FNSEA n'est plus d'accord à tirer la sonnette d'alarme en disant si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. C'est pas moi qui le dis, c'est la FNSEA. Alors tout ceci cumulé fait que l'image, c'était votre question, de la construction européenne, en fait, moi je le constate sur le terrain, je fais énormément de réunions publiques, a complètement changé. Depuis 2-3 ans, nous, on a vu, avant, on avait très peu de personnes de retraités. Et au-dessus j'étais quasiment la personne la plus âgée. On avait beaucoup de jeunes qui vous avez vus sur Internet. Et maintenant, on a de plus en plus de retraités. Parce que, en fait, il était perçu, il y a encore 5 ans, l'idée de sortir de l'Union européenne était perçue comme un extrémisme. Et maintenant, c'est l'inverse qui est en train d'apparaître. L'idée d'y rester qui est perçue comme un extrémisme. Vous avez énormément de Français qui se disent, mais on va où, là? On va avoir 9 nouveaux États, on va passer de 27 à 36, avec des États qui sont là pour nous siphonner des dizaines de milliards d'euros, comme l'Ukraine, l'Albanie, la Géorgie, la Moldavie, le Kosovo. Donc il y a un changement brutal qui est apparu, et ce qui était sympathique apparaît désormais comme une œuvre qui risque de détruire la France, de détruire son patrimoine, d'annihiler son bien-être, de favoriser par ailleurs une immigration folle, puisque c'est bien la construction européenne, l'Union européenne qui promeut ça, cerise sur le gâteau également de torpiller nos libertés publiques avec une législation de plus en plus coercitive sur les libertés publiques. Donc vraiment, ce changement-là, je le mesure sur le terrain. Je pense qu'il va y avoir des surprises le 9 juin en France avec les élections européennes. Alors Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale, a déclaré qu'il était nécessaire que l'Union européenne s'unisse pour devenir un État. Qu'est-ce que ça implique, cette déclaration, et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vous félicite de sortir cette déclaration parce que elle n'a pas été suffisamment remarquée, à mon avis, pour ce qu'elle doit être. J'en appelle là vraiment à tous les Français qui m'écoutent de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Vraiment, je les conjure de réfléchir à ce que vient de dire M. Draghi. M. Draghi, c'est qui d'abord? C'est quelqu'un qui a été vice-président de Goldman Sachs International, avant d'être catapulté président de la Banque Centrale Européenne pendant 8 ans, avant ensuite d'être nommé par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, il en a le pouvoir selon la constitution italienne, il a été nommé sénateur à vie, sans être passé par la case élection. Ensuite, une fois qu'il a été sénateur à vie, il a été élu par les députés, les parlementaires italiens, président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre en fait, sans toujours avoir vu aucun électeur, ni aucune... C'est incroyable comme histoire. Il est arrivé, il a été président du Conseil italien, le prédécesseur de Madame Meloni,
Puis il a pris sa retraite, et maintenant, au lieu de couler une heureuse retraite, un monsieur qui a quand même, je crois, quelque chose comme 76 ans, quelque chose comme ça, pas du tout, il revient, et la description que je viens de faire doit attirer l'attention. Ce monsieur est en fait vraiment la quintessence de l'oligarchie euro-atlantiste. C'est vraiment un représentant qui est vraiment au cœur même des opérations de ce monde. Quand je dis l'oligarchie euro-atlantiste, je pense à Davos, au World Economic Forum, je pense au club de Bilderberg, je pense à la trilatérale, je pense à cet univers où l'on trouve des grands patrons, des grandes fortunes, aussi bien nord-américaines que européennes, voire éventuellement japonaises ou coréennes. Enfin, en gros, le monde de l'OCDE et donc les grandes fortunes. Alors, il est très important de faire attention à ce que dit ce monsieur. Ça, c'est vraiment, c'est beaucoup plus important que ce que peut dire, par exemple, Macron. Bon, lui, il a un message à faire passer. Et le message, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est qu'il pense qu'il faut que l'Union européenne devienne un État. Et il y a, je dirais, deux conséquences vraiment que nos compatriotes auxquelles ils doivent réfléchir. Imaginons que ce soit le cas. Ça veut dire une Europe fédérale, ça veut dire les États-Unis d'Europe comme les États-Unis d'Amérique, si vous voulez, puis des États fédérés. La première conséquence, c'est que à l'Organisation des Nations Unies, tous les chevalets, Allemagne, Italie, France, etc., sont retirés. Vous n'avez pas aux Nations Unies la Californie, le Texas, le Rhode Island ou le Missouri. Vous avez les États-Unis d'Amérique qui ont un siège. Ça veut dire que la France perd son siège aux Nations Unies. Ça veut dire aussi, et ça vraiment j'insiste là-dessus, pourquoi est-ce que la France est ou était encore une grande puissance? Parce qu'au moment de la création des Nations Unies, De Gaulle avait obtenu, notamment grâce au soutien de Staline, De Gaulle avait obtenu que la France fût classée parmi les 5 puissances victorieuses des puissances de l'Axe. C'est ça, ce qu'on appelle les Nations Unies à l'origine, ce sont les Nations Unies contre les puissances de l'Axe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la charte de San Francisco en 1945 parle de ça, et que lors de la création des Nations Unies à New York, vous n'aviez ni l'Italie, ni le Japon, ni l'Allemagne qui en faisaient partie. C'était les puissances défaites. Et De Gaulle avait obtenu pour nous et pour les générations futures de Français que la France fût classée parmi les 5 grandes puissances. Il y avait les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, la Chine, le Royaume-Uni et la France. La France et le Royaume-Uni. Imaginons que l'Union européenne devienne un État. Que deviendrait le Conseil de sécurité? Et nous aurions les États-Unis, nous aurions la Russie qui a succédé à l'Union soviétique, nous aurions la Chine, nous aurions l'Union européenne et nous aurions le Royaume-Uni. C'est-à-dire que les Britanniques, toujours la perfide Albion, se sont retirés avant le désastre. La France ne serait plus une grande puissance, le Royaume-Uni le serait encore. Il faut vraiment que les Français, et nous, quand on dit on se retirerait au profit de l'Union européenne, ça veut dire on se retirerait au profit, en fait, de l'Allemagne et d'un conglomérat d'États, notamment l'Allemagne, les pays de l'Est et les pays nordiques, qui sont complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique. Ça ne serait pas uniquement que nous ne serions plus présents, c'est que nos intérêts de puissance, des intérêts de la francophonie, etc., seraient dramatiquement démolis. Moi, je rappelle que dans mon programme politique, j'avais au contraire dit qu'il faudrait que le siège permanent au Conseil de sécurité de la France aux Nations Unies soit celui de la France, mais en tant que de besoin, que la France en fasse le siège des pays de la francophonie, pour nous donner un poids dans le 21e, 22e siècle. Et bien, une deuxième conséquence aussi à cette affaire. J'appelle ici toutes les personnes qui m'écoutent à réfléchir à ce qui s'est passé en Suisse, la Confédération helvétique, en 1977. Vous aviez à l'époque un État fédéré, la Confédération helvétique, confédéré, et puis des cantons. Il y avait un grand canton qui s'appelle le canton de Berne, dont le nord, l'extrémité nord, était peuplé de francophones, alors que le canton de Berne est majoritairement germanophone. Et en 1977, après bien des années d'ailleurs, de demandes, de revendications, les autorités centrales, les autorités de Berne ont accepté qu'il y ait une votation dans le canton de Berne, et en particulier dans cette partie-là, pour savoir si oui ou non il deviendrait un nouveau canton. Ça a eu lieu, et donc il y a eu un démembrement du canton de Berne avec l'apparition d'un nouveau canton, le canton du Jura, qui est apparu francophone, qui est apparu le 1er janvier 1978.
imaginez que l'Union européenne soit devenue un État. La France serait réduite au canton de Berne, si j'ose dire. Donc on pourrait très bien avoir, ce que d'ailleurs Macron a déjà préparé. Macron, il a déjà, par exemple, transformé l'Alsace en une collectivité européenne d'Alsace. Alors que François Hollande s'y était déjà hasardé et qu'il avait été battu par un référendum des Alsaciens eux-mêmes qui n'en voulaient pas. Macron a fait ça dans le dos des Alsaciens, uniquement en traitant avec les élus locaux. Donc Macron a déjà créé... Pourquoi cette idée d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Hollande puis Macron tiennent à ce point à créer la collectivité européenne d'Alsace? Qui le leur a demandé? Bref, il y a actuellement une collectivité européenne d'Alsace, et je suis désolé, mais demain ou dans 5 ans, vous pouvez très bien avoir une majorité d'Alsaciens, surtout actionnés par des médias bien pensants, des médias tenus par les intérêts géopolitiques américains, qui visent à démanteler tous les États qui leur résistent un petit peu. Eh bien, on pourrait très bien concevoir qu'il soit décidé que, de la même façon que le canton du Jura est un démembrement du canton de Berne, eh bien que la collectivité européenne d'Alsace devienne un nouvel État fédéré qui s'appellerait l'Alsace, ou Elsace en alsacien, qui soit un démembrement de la France. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? La Corse, je vous rappelle qu'à la tête de la collectivité européenne, à la tête de la collectivité de Corse, vous avez un monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Guy Talamone et qui a dit il y a une vingtaine d'années déjà: je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Donc ce qui s'est produit en Alsace pourrait être reproduit en Corse, en Bretagne, en Espagne, en Catalogne, avec un morceau d'ailleurs des Pyrénées-Orientales, au Pays Basque, en Galice, en Andalousie, en Wallonie et un pays... Bref, c'est la porte ouverte au démembrement des États-nations. Et donc ça, il faut vraiment que les Français mesurent l'importance du sujet. Si on continue comme ça, il y a un risque maintenant sérieux, réel et imminent de destruction de la France. Voilà, que ce pays qui a été créé, disons, on peut dire à partir de la montée de Hugues Capet sur le trône en 1987, et qui a été une volonté continue de la monarchie française des Capétiens, poursuivi ensuite par la République, ce pays qui a au moins 1000 ans d'âge, eh bien, d'un seul coup, se laisse désintégrer. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, puisque la politique américaine qui est derrière vise systématiquement à essayer de démanteler les pays qui leur sont adversaires. On aura peut-être l'occasion d'en parler si on parle de la guerre en Ukraine, parce que c'est un des ressorts cachés de la guerre en Ukraine qu'il y a derrière. Alors, pour revenir sur le sujet de l'Angleterre, vous souhaitez que la France donc, quitte l'Union européenne, c'est ce qu'a fait l'Angleterre il y a 4 ans. Quel est le bilan que vous faites du Brexit aujourd'hui, malgré les difficultés économiques que traverse le pays? Alors, d'abord, il faut bien préciser que comparaison n'est pas raison. Il y a des points communs, il y a des points de divergence. D'abord, le Royaume-Uni a gardé la livre sterling. Donc, il n'y avait pas le problème de la sortie de l'euro que nous aurons. A contrario, le Royaume-Uni avait cette espèce de caillou dans la chaussure qui est l'Irlande du Nord, avec les accords, vous savez, je sais plus comment, les accords qui avaient fait en sorte qu'il n'y ait plus de frontières entre l'Ulster et l'Irlande du Sud, mais si l'Irlande du Sud, République d'Irlande, reste dans l'Union européenne, comment fait-on si le Nord n'est plus dans l'Union européenne sans aucun contrôle? Donc c'est un sujet qui est très très compliqué à traiter, surtout avec des gens qui mettent de l'acide dessus. Donc, d'un certain point de vue, c'est un peu plus compliqué le Brexit, et d'un autre point de vue moins compliqué puisqu'il n'avait plus à sortir de l'euro. Il y a aussi un autre phénomène très très important à comprendre, c'est que le Royaume-Uni, les Brexiteurs, les gens qui ont voulu sortir du Brexit, c'est qu'ils ne voulaient plus être assujettis au continent. Mais en revanche, ils sont très pro-américains et très pro-OTAN. On l'a vu d'ailleurs, puisque M. Boris Johnson a quasiment été l'homicide de l'OTAN pour faire capoter les tractations qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine à l'été de 2022. On est passé pas loin d'un traité d'un cessez-le-feu. Le Royaume-Uni est allé jeter de l'huile sur le feu. Alors qu'en France, le Frexit que nous proposons va de pair avec la sortie de l'OTAN, conformément d'ailleurs à ce qu'avait dit le général de Gaulle, et il s'agit pour nous de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale vis-à-vis notamment des États-Unis d'Amérique. Donc on n'est pas comment dirais-je,
au Royaume-Uni, le Brexit était pro-OTAN. Chez nous, le Frexit serait anti-OTAN. Ça, c'est un point fondamental de différence. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a en France des gens, j'en vois régulièrement, et qui sont convaincus que c'est un désastre, le Brexit au Royaume-Uni. Alors, les gens qui disent ça, je leur dis, soit vous allez au Royaume-Uni, vous allez voir de vos propres yeux, soit vous regardez quoi, les grandes données macroéconomiques. Les grandes données macroéconomiques, c'est pas extraordinaire, le Royaume-Uni. Mais sur quasiment tous les secteurs, les chiffres sont meilleurs qu'en France. Le chômage est moitié moindre. La croissance est supérieure. Elle est même tellement supérieure qu'ils envisagent progressivement de rattraper l'Allemagne. Le déficit extérieur, le déficit de la balance des paiements courants est inférieur. L'endettement est très élevé, mais il est inférieur. Il est en dessous de 100%, nous on est à 118%. Donc, sur tous les critères, alors il y a des problèmes sur l'immigration, c'est exact, mais ces questions sont réglées parce qu'ils ont enfin c'est très compliqué aussi les questions d'immigration, mais il y a quelque chose il y a vraiment deux trois choses qui sont importantes à dire. Ça n'est pas parce que la France serait sortie de l'Union européenne qu'on a la garantie d'avoir des gouvernements parfaits. De la même façon, ça n'est pas parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne qu'il a des gouvernements parfaits. Je dirais même d'ailleurs que le Royaume-Uni est sorti d'une façon qui n'est pas bonne, c'est-à-dire par un référendum. Or, le référendum a été gagné. Normalement, à mon avis, celui qui aurait dû mettre en œuvre le Brexit aurait dû être son initiateur, c'est-à-dire Nigel Farage. Alors que là, c'est le Parti conservateur au pouvoir qui avait accordé le référendum à Nigel Farage pour que Nigel Farage ne présente pas des candidats contre le Parti conservateur. Le référendum a été gagné par Nigel Farage, mais les conservateurs ont conservé le pouvoir. Et rappelez-vous que le Premier ministre donc a démissionné, c'était le moins qu'il pouvait faire compte tenu des mœurs politiques qu'il y a au Royaume-Uni. Mais celui qui lui a succédé à David Cameron, c'était Madame Theresa May. Or, Madame Theresa May était de notoriété publique, avait fait campagne contre. C'est pas très sain. Même Boris Johnson ne s'était rallié au Brexit que tardivement, fondamentalement, il était hostile. Imaginez, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé au Royaume-Uni, imaginez que Macron, qui n'est pas à ça près, il peut prendre des initiatives plus bizarres les unes que les autres, imaginez que demain, il décide de faire un référendum sur le Frexit. Bon. Imaginez que la presse donne 50% de temps de parole à chaque camp, ce qui n'est pas fait, et imaginez que le Frexit l'emporte. D'ailleurs, je me permets de dire que Macron, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en 2018, en janvier 2018, il avait été élu au mois de mai 2017. Lorsqu'il s'est rendu en janvier 2018 au Royaume-Uni, il y a encore des vidéos que vous trouverez sur Internet, en cherchant bien. Il a été interrogé par la BBC, il était à l'ambassade de France à Londres, et la BBC lui a dit, mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, qu'est-ce qui se passerait? Et Macron, je ne sais pas ce qui lui avait traversé quelle mouche lui avait piqué, mais il a dit, mais je pense que le Frexit l'emporterait. On peut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Bon, moi je pense qu'il y aurait d'ailleurs une très forte probabilité que c'est l'emporte, même si actuellement il y a des sondages qui disent que ce serait entre 30 et 40% des Français qui voteraient pour le Frexit, ce qui est considérable déjà. Mais revenons à mon hypothèse. Imaginons donc que Macron décide de faire un référendum sur le Frexit, et imaginons que le Frexit l'emporte. Il se passerait quoi? Il se passerait que le Frexit serait mis en œuvre par Macron et Attal. C'est-à-dire par des gens qui sont fondamentalement des européistes et qui sont des mondialistes et qui sont contre. C'est là le problème sur lequel il faut juger toute cette affaire. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis très réticent à l'idée d'un référendum sur le Frexit. Je préférerais ça plutôt que rien, bien sûr, mais je pense que, comme disait De Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Le Frexit, ça doit être le sujet de l'élection présidentielle. Alors là, on va en parler pendant les élections européennes, mais on va en parler pour entretenir le débat, mais c'est pas les élections européennes qui en trancheront. Et je pense qu'il ne serait pas souhaitable que ce soit non plus un référendum. Je pense que c'est vraiment lors d'une élection présidentielle que les Français doivent ou non prendre cette décision. Qu'est-ce que vous mettriez en place si demain vous étiez élu aux élections européennes? Alors, les élections européennes,
permettez-moi, c'est le sujet du jour. On voit défiler, je commence à avoir, si vous voulez, le calme des vieilles troupes. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent ici, s'ils veulent avoir des moments de franche rigolade ou au contraire d'exaspération, c'est d'aller sur Internet. On trouve assez facilement les professions de foi du Front National, de l'UMP devenus les Républicains, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des écologistes, etc., du MoDem, etc., de l'UDF devenu MoDem, et de prendre ça année après année depuis 1979. Franchement, il y a de quoi éclater de rire ou au contraire se mettre en colère, parce que tous les 5 ans, nous on voit des gens qui se viennent devant les électeurs et qui leur promettent monts et merveilles, en leur disant je suis pour une Europe des patries, je suis pour une Europe verte, une Europe écologiste, je suis pour une Europe sociale, je suis pour une Europe des travailleurs, je suis pour une Europe souveraine, je suis pour une Europe puissance, etc., etc. Et en fait, rien ne change. Jamais. Donc, je voudrais attirer l'attention des auditeurs, là, des gens qui nous regardent. Je m'adresse à des gens qui, puisqu'ils sont sur Agora, ils sont intelligents, enfin, ils réfléchissent davantage peut-être que les autres concitoyens. En fait, c'est quoi les élections européennes? À l'origine, il y avait une assemblée qui était l'assemblée consultative des communautés européennes, avec des gens qui n'étaient pas élus et qui étaient consultatives, un peu comme le Conseil économique, social et environnemental en France. Et puis, à partir de 1979, c'est devenu une assemblée qui a été élue par des idéologues qui voulaient montrer que la construction européenne allait de l'avant, devenait petit à petit un véritable État fédéral qui ne disait pas son nom. Mais à l'époque, en 1979, on a fait élire des parlementaires européens qui avaient toujours quasiment pas de pouvoir. Avec le temps, c'est devenu tellement caricatural que les traités successifs, plusieurs traités, ont donné un petit quelque chose. Mais aujourd'hui, au moment même où nous parlons, donc dans cette campagne de 2024, les parlementaires européens restent, c'est quand même encore un parlement résiduel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une chose que les Français ne savent pas, mais pas seulement les Français, d'ailleurs j'ai l'impression que les journalistes non plus, ou alors ils refusent de le dire, c'est que d'une part, l'Union européenne fonctionne avec des lois qu'on appelle des directives. Or, les directives, celui qui rédige la directive, celui qui a l'idée d'une directive, l'idée d'un projet de loi, l'idée de rédiger, etc., c'est la Commission européenne et la Commission européenne seulement. Elle a ce qu'on appelle un monopole. Ça veut dire que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui normalement serait censé être un exécutif, ou bien que le Parlement européen, qui normalement serait un législatif, n'ont pas le pouvoir d'avoir une idée. C'est uniquement cette structure qui s'appelle Commission européenne, qui est peuplée de gens non élus, de fonctionnaires de 27 nationalités, soumis à 4500 ou 4800 lobbies enregistrés à Bruxelles, qui ont le pouvoir d'avoir des idées et de les proposer aux autres. Alors déjà, ça montre que le pouvoir des parlementaires européens est quand même limité. Deuxièmement, bien sûr, ils peuvent faire éventuellement proposer des amendements, mais en gros, il ne faut pas dire qu'ils n'ont aucun pouvoir, mais ils ont un pouvoir résiduel. Ils ne peuvent pas changer du tout au tout. Ils doivent de toute façon s'en tenir aux traités européens, notamment au traité de Maastricht et aux traités ultérieurs, qui fixent des politiques. Alors, les pouvoirs du Parlement européen, par ailleurs, ils élisent le président de la Commission européenne, mais c'est plutôt un pouvoir factice. Madame von der Leyen, en 2019, avait été élue après avoir été présélectionnée par Macron, par Madame Merkel et par les États-Unis d'Amérique qui supervisent l'exécution. De telle sorte que, en 2019, Madame von der Leyen était la seule candidate pour être présidente de la Commission européenne. Ce qui est assez drôle, c'est que Monsieur Charles Michel, lui, il a été élu par personne et il donne des leçons de démocratie à Poutine. Bon, Poutine, c'est pas parfait, mais enfin, lui, il n'était pas le seul candidat. Nous, on a Madame von der Leyen qui était la seule candidate devant le Parlement européen, qui évidemment a élu Madame von der Leyen. Le Parlement européen a également le pouvoir de valider les nominations décidées par les États et gouvernements des commissaires européens. En gros, ils sont toujours validés, sauf un, pour faire une leçon, mais à ce moment-là, l'État en propose un autre.
C'est pas des pouvoirs extraordinairement importants. Les directives sont soumises au vote du Parlement européen, 70% d'entre elles, mais tous les grands sujets diplomatiques lui échappent. Et puis il y a le budget, mais le budget c'est des milliers et des milliers de pages, et il est quasiment impossible de modifier les budgets. C'est pareil d'ailleurs au Parlement français, parce que ce sont des équilibres extraordinairement compliqués, c'est très touffu, c'est très dense, donc le pouvoir est assez faible. Alors c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que les changements, les réorientations politiques elles sont pas impossibles. S'il y avait un déferlement, par exemple, de partis eurocritiques, ça pourrait peut-être un peu changer à la marge certaines choses, mais pas tellement d'ailleurs. Et puis il faudrait que ça soit un véritable déferlement, c'est-à-dire qui touche tous les États. Je rappelle à ce propos que la France va élire 81 eurodéputés cette année. Ça change un peu tous les 5 ans. Ça dépend des pays des pays qui sortent. Et donc la France va élire 81 eurodéputés sur un total de 720, c'est-à-dire 11,25%. Donc lorsqu'on présente aux Français le fait que M. Bardella, paraît-il, aurait un score extraordinaire de 30%, ce qu'il faut bien voir, c'est que en 2019, ils avaient dû avoir 23%, et ça fait à peu près 23 députés. Et là, s'ils faisaient un score de 30%, ça ferait 29 à 30 députés. C'est-à-dire, ça ferait 7 députés de plus pour le RN sur 720. Rien. C'est-à-dire rien. D'autant plus que les eurodéputés du Front National ont la réputation, à l'exception de Madame Virginie Joron et également de Thierry Mariani, mais tous les autres ont la réputation de ne rien faire du tout. Ce qui a été le cas d'ailleurs de M. Bardella, qui a brillé par son absence. Donc en fait, il se passera rien. C'est ça. Donc pareil pour Manon Aubry, si au lieu d'avoir 6 ou 7 députés, ils en ont 9, il se passera rien en fait. Alors, je touche du doigt là un deuxième élément très très important, c'est que vous avez des candidats, toutes les listes se présentent pour dire on va changer l'Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, Europe sociale, Europe écolo, l'Europe des territoires, une Europe des nations, une Europe des patries, etc. Mais si vous voulez vraiment changer l'Europe, c'est pas en changeant des points-virgules dans des directives préparées par la Commission européenne. Si vous voulez vraiment changer l'Europe, il faut changer les traités. Je vais prendre un exemple qui touchera qui parlera, je pense, au grand public. Le problème de l'agriculture en France. En France, nous avions au début des années 60 2 800 000 agriculteurs, essentiellement des agricultures familiales. L'agriculture familiale en France est tombée à 380 000. On est vers une éradication, une extermination, si j'ose dire, de l'agriculture familiale, au profit du big business agricole, les fermes de 1000 vaches, des exploitations géantes, etc. Avec quand même les exploitations agricoles familiales qui pourront se maintenir quand elles bénéficient d'une stratégie de niche, c'est-à-dire elles ont une appellation d'origine protégée. Par exemple, quelqu'un qui possède, je sais pas, une vingtaine d'hectares dans les côtes de nuit, voilà, bon ben là, ça va pour lui, dans des grands vignobles, dans des choses comme ça peut marcher. Mais l'agriculture normale, j'allais dire le paysan français normal qui tient ça de génération en génération, qui fait de l'élevage ou pour le lait ou pour la viande, je sais pas moi, dans le Cantal ou bien en Normandie, ou qui fait des céréales, etc. Si c'est une petite exploitation familiale, il va se trouver dans une situation de plus en plus tragique parce qu'il y a la concurrence venue de tous les pays du monde. D'abord des pays de l'Union européenne, mais aussi des pays du monde avec notamment ces fameux accords de libre-échange. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que vous avez les articles correspondants des traités, dans le traité du fonctionnement de l'Union européenne, l'article 38 et l'article 39, pour être précis, du TFUE, qui précisent que l'objectif de la politique agricole commune, c'est l'augmentation de la productivité. Alors il y a après quelques petits akouskis par ailleurs, mais fondamentalement c'est ça. Il n'y a pas dans les traités européens des idées qu'il aurait pu y avoir. Là, je suis très concret. On aurait pu avoir dans un traité l'idée qu'il fallait augmenter la productivité, mais qu'il fallait aussi, par exemple, veiller au maintien d'une population, d'un certain pourcentage de population en zone rurale, pour éviter la désertification rurale. On aurait pu avoir aussi que la politique agricole commune favorisait les cultures biologiques, voilà, la qualité organoleptique des aliments.
le bien-être animal. On aurait pu avoir tout ça, par exemple, qui serait venu donc atténuer, contrebattre le principe de la productivité maximale, c'est-à-dire le principe de la loi du fric, en fait. Bon, mais ça n'existe pas. Et donc, quand vous appliquez les traités, les directives, certes, on peut avoir à la limite des trucs sur le bien-être animal, etc., mais c'est en contradiction avec les grands principes généraux qui favorisent la loi de l'argent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces accords de libre-échange. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous allez, moi je vois les républicains, les agriculteurs c'était un peu leurs électeurs traditionnels. Je vois que les républicains, M. Bellamy dit on veut une Europe qui protège nos agriculteurs familiaux. Bon, mais pourquoi ils descendent dans la rue et qu'ils brûlent tous les agriculteurs familiaux? Parce que ça fait des années qu'on leur dit. Et ils constatent quoi? Ils constatent qu'année après année, élection au Parlement européen ou pas élection au Parlement européen, ça ne change rien. Parce que c'est toujours l'article 38 et l'article 39 qui s'appliquent. Donc, pour changer ça, il faudrait changer les articles en introduisant des clauses comme celles que je viens de dire. Mais faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des 27 gouvernements se mettent d'accord, puisque, en vertu d'un autre article, article 41-1 du traité de l'Union européenne, il faut que ce soit l'unanimité des 27 États membres. Et ça, c'est assez normal qu'il y ait une nécessité de l'unanimité, puisqu'on touche à la souveraineté de chaque État. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, dans des négociations qui s'ouvriraient, pourrait défendre l'intérêt de ses agriculteurs en disant, voilà, il faut mettre absolument le respect des AOP, le bien-être animal, le maintien de, je sais pas, mettons 5 ou 10%, l'objectif doit être de maintenir, je sais pas, 10% du PIB dans l'agriculture, je sais pas. Bon. L'Italie serait sans doute d'accord, l'Espagne probablement. Mais les pays du nord de l'Europe, les Scandinaves, pas du tout. Parce que pour parler crûment, si vous êtes suédois ou finlandais, vous préférez acheter des tomates cerises au Maroc plutôt qu'en France parce qu'elles valent 4 à 5 fois moins cher. Donc eux, ils ne vont pas être d'accord. Or, il faut l'unanimité. Donc s'il faut l'unanimité et que vraiment le gouvernement français met tout son poids, à ce moment-là, il va y avoir des tractations politiques qui vont s'engager et donc on va traiter d'autres sujets. On va ouvrir des boîtes de Pandore. Les Scandinaves vont dire, bon d'accord, on va faire un geste peut-être sur ça, mais nous, il faut que vous fassiez un geste sur d'autres trucs. Par exemple, je sais pas, la filière bois, la filière papier, avec le bois qui vient de Scandinavie, ou bien pour les fleurs aux Pays-Bas, etc. Donc on va ouvrir des quantités de chapitres, donc c'est ce qui explique que les remises en cause des traités, les dirigeants européens le fuient comme la peste, parce que, en fait, c'est des boîtes de Pandore. Imaginons que malgré tout ça, on arrive à un accord. Il faut qu'il y ait les 27 gouvernements dont les intérêts sont divergents, puisqu'ils ont des pays, des nations, des peuples aux intérêts divergents. Imaginons que les 27 gouvernements tombent d'accord sur un texte, à la virgule près. Ils signent donc. Mais vous connaissez le droit des traités. Une fois qu'un traité a été signé, il faut ensuite qu'il soit ratifié. Et pour les traités européens, il faut que tous les pays signataires ratifient, sinon ça ne marche pas. Donc la ratification, ça se fait quoi? C'est un deuxième temps dans le processus. Ce sont les parlements nationaux ou bien une ratification par référendum. Or, la signature ne vaut pas ratification. C'est vraiment un autre stade. On l'a vu en 2005. En 2004, le gouvernement français avait signé le traité constitutionnel européen. Ça a été soumis pour ratification par Chirac. Il a préféré la voie référendaire plutôt que la voie du Parlement, réunie en Congrès. Chirac a soumis ça aux Français. Les Français ont dit non. Donc la ratification n'a pas eu lieu. Et les Pays-Bas, 3 jours après, ont fait comme la France, les Néerlandais ont refusé la ratification. Donc il y a bien 2 stades différents. Si vous avez suivi mon raisonnement, pour changer les traités, il faut l'accord de 27 gouvernements sur un texte unique qui concilie des intérêts inconciliables, et ensuite il faut avoir l'accord de 27 parlements nationaux ou éventuellement des référendums. Donc déjà, c'est impossible à obtenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne veulent plus changer les traités. C'est devenu impossible, surtout que bientôt, ça sera pas 27, mais ça sera plus de 30, 32, 35. On aura l'Albanie, la Moldavie, le Monténégro, la Géorgie, enfin bon, ça devient totalement impossible. C'est une mayonnaise qui a pris en masse. Mais en plus de ça, si vous avez suivi mon raisonnement, vous noterez que les députés européens, les parlementaires européens, il n'en est question à aucun moment du processus. Le changement des traités se fait par les gouvernements,
et par les parlements nationaux, les députés et les sénateurs nationaux, pas les députés européens. Alors, j'en arrive à cette conclusion. C'est lamentable d'ailleurs que dans le débat public, excusez-moi de vous le dire, que je ne puisse m'exprimer pour dire des vérités fondamentales comme celle-là. J'allais dire que dans les médias de la sphère Internet qui en appellent à l'intelligence des gens comme vous, je vous remercie de m'inviter. Mais normalement, ce genre d'explication devrait avoir lieu sur TF1 20h, c'est des dizaines de millions de Français qui devraient bien comprendre l'exercice auquel on les convie. En fait, c'est une gigantesque mascarade, puisque les têtes de liste viennent leur promettre des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. C'est comme si moi je promettais, par exemple, écoutez, votez pour moi, vous aurez 365 jours de beau temps, ou bien votez pour moi, vous gagnerez au loto. Ça s'appelle une escroquerie, en fait. Alors vous allez me dire, pourquoi moi je me présente, pourquoi nous on se présente? Ben justement, nous on est là pour dynamiter ce système. On est là pour, si vous voulez, pourquoi me permets d'en appeler ici aux gens qui m'écoutent à voter pour notre liste UPR? Parce que nous, on propose, notre idée, c'est de proposer le Frexit, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. Mais si nous avons des eurodéputés, il suffit de dépasser 5%. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On espère pouvoir le faire cette année. Mais si nous avons quelques eurodéputés, on en a, mettons, 6 ou 7, par exemple, on ferait 6 ou 7%, ce qui serait une belle percée, nos eurodéputés à nous n'auraient pas plus de pouvoir que les autres. Donc il y aura pas, c'est pas parce que nous on voterait pour nous qu'il y aura demain le Frexit et la sortie de l'Union européenne de l'euro. Mais là, ce qui changera, c'est que d'un seul coup, le débat sera porté sur la table. Or ça, c'est ce que justement, en France, on ne veut pas que ça ait lieu. En France, nous, notre liste est systématiquement invisibilisés dans les médias. Je viens de saisir l'Arcom pour attirer leur attention. C'est un véritable scandale, d'autant plus que nous faisons un triomphe sur Internet. On a 96 millions de vues cumulées pour UPR TV sur YouTube, alors que pour la petite histoire, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, là où on a 96 millions de vues, lui, sa chaîne Horizon TV a 68 000 vues, 1500 fois moins. Et pourtant, les médias nous assurent que c'est l'homme politique préféré des Français. Il y a quand même un petit problème de cohérence quelque part. Sur Internet, on passionne les gens. Dans les médias, nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que les médias publics ou privés qui sont tenus dans les mains de l'oligarchie ne veulent surtout pas que les Français puissent débattre de la faisabilité et de l'opportunité de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Et donc, lorsque j'appelle les gens à voter pour notre liste, je leur dis que même si vous n'êtes pas parfaitement convaincus, vous devriez quand même être convaincus par une chose, c'est qu'il faut que ce débat, il ait lieu. Il va avoir lieu un peu partout, et parce que là, par ailleurs, la France est lancée dans un véritable désastre sur lequel on va peut-être revenir. Mais que les choses vraiment soient claires. Moi, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, je dis toujours la vérité aux Français. Hein. Et même si parmi les gens qui m'écoutent, il y en a des gens qui en préfèrent voter parce qu'ils ont des affinités avec tel ou tel parti, il y en a, je reconnais, il y en a qui votent pour le RN, d'autres pour M. Zemmour, d'autres même peut-être pour LFI, etc., ou pour les Républicains. Ils devraient quand même, en leur fort intérieur, se dire, tiens, je vais envoyer quand même un avertissement au parti pour lequel je vote. Moi, j'en vois beaucoup de gens qui sont des déçus du RN, des déçus de Zemmour, des déçus des Républicains, des déçus de LFI, parce qu'ils constatent en effet qu'ils ne s'opposent plus. Et en faisant ça, c'est un avertissement sans frais qu'ils envoient à leur propre parti politique qu'ils affectionnent en disant « Là, je vais vous envoyer quand même un message. Je trouve que ce que dit M. Asselineau est quand même tout à fait intéressant. C'est scandaleux que vous ne refusiez de débattre de ces sujets. » Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on empêche autant le public de débattre sur ces sujets? Parce que si vous êtes Monsieur Bernard Arnault, ou Monsieur François Pinault, ou Monsieur Patrick Drahi, ou Monsieur Kretinsky, ou Monsieur Saadé, etc., si vous êtes un multimilliardaire. Pourquoi est-ce que vous achetez des médias? Vous avez vu d'ailleurs que BFM TV et RMC viennent de changer de Patrick Drahi, avec le groupe Altis, a été obligé de vendre, et l'Élysée a suivi ça de très près. Hein.
Et donc c'est Monsieur Geoffrey Saadé, qui est à la tête du groupe CMA-CGM, qui a racheté ça. Le fait même que Emmanuel Macron ait suivi ça à la loupe, que l'Élysée ait suivi ça à la loupe, prouve bien que les médias ont un rôle considérable dans la formation de l'opinion publique pour les élections. Je le dis, c'est une évidence, mais parce que quand j'explique, moi, quand je me plains qu'on ne passe pas dans les télés, il y a des gens qui disent ouais, il est toujours en train de se plaindre. Mais non, mais je me plains parce que c'est la vérité. Parce que si on ne passe pas dans une télévision, c'est que on est condamné à ne pas participer de façon à armes égales avec d'autres candidats. Pourquoi est-ce que ces milliardaires achètent des médias et pourquoi ils leur font tenir toujours le même discours? Mais c'est tout simplement parce que la construction européenne et ce qui fait partie intégrante de la construction européenne, notamment l'article 68 sur la libre circulation des mouvements de capitaux, c'est ce qui fait les fortunes. Pourquoi? Vous savez, dans les années 50, 60, 70, 80 du XXe siècle, il y avait en France ce que l'on appelait le contrôle d'échange, qui existe d'ailleurs aujourd'hui dans tous les pays qui réussissent, en Chine, au Vietnam, qui réussissent économiquement. En Chine, au Vietnam, en Inde, etc., vous avez un strict contrôle d'échange. C'est-à-dire que le contrôle des mouvements de capitaux, vous ne pouvez pas sortir ou rentrer les capitaux comme ça. Vous devez obtenir l'autorisation. Ça existait en France. Bon, ça avait évidemment un très gros inconvénient pour les plus grandes fortunes, c'est que elles étaient coincées en fait en France. Et donc elles ne pouvaient pas. Si vous étiez multimilliardaire, vous pouviez pas facilement sortir de l'argent de France. Il fallait obtenir l'autorisation. Parfois, on pouvait l'obtenir pour construire éventuellement une usine, par exemple PSA, pour construire une usine en Iran. Mais là, il y avait un examen minutieux qui était fait par la puissance publique des avantages et des inconvénients pour la France. Mais en gros, vous ne pouviez pas. Donc ça forçait les grandes fortunes à réinvestir en France, leurs fortunes, mais ça les forçait aussi à payer des impôts. À partir du moment où vous avez, avec l'acte unique européen de 1986, qui a posé le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, ensuite, par le traité de Maastricht de 1992, qui l'a gravé dans le marbre des traités, vous avez maintenant une incapacité des États à contrôler les flux de capitaux qui entrent et qui sortent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes multimilliardaire, vous allez délocaliser votre usine, puis plutôt que de la faire fabriquer, par exemple, une voiture, ou bien de la maroquinerie, ou de la confection, ou de la mécanique, je ne sais pas quoi, ou de l'optique, en France, avec des ouvriers français, payés avec des salaires français, un SMIC français, des cotisations sociales françaises, des normes environnementales françaises, etc., vous allez aller pouvoir faire ça au Bangladesh. Vous allez payer les gens une misère, il n'y a aucune contrainte environnementale, aucune charge sociale zéro, etc. Donc vous allez maximiser votre profit, d'autant plus que vous pourrez ensuite le réimporter en France. Puisqu'il y aura, en plus de ça, il y a un désarmement douanier au niveau mondial. Cette mécanique-là, c'est justement cette mécanique qui a fait l'apparition des immenses fortunes du monde occidental d'aujourd'hui. Si vous n'aviez pas ça, vous n'auriez pas, dans les années 60, vous n'aviez pas ce qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'homme le plus riche du monde, c'est un Français, Monsieur Bernard Arnault. Enfin, ça varie. C'est de temps en temps lui, de temps en temps c'est Elon, de temps en temps c'est Jeff Bezos. Mais enfin, en gros, on voit le genre, quoi. C'est 200 milliards d'euros de patrimoine selon le cours boursier. Et la femme la plus riche du monde, c'est Madame Meyers Bettencourt, qui est une Française aussi. La France, avec 68 millions d'habitants, c'est-à-dire moins de 1% de la population mondiale, a quand même l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. Il y a un petit problème. Donc, enfin, je suis pas contre, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas contre la richesse, c'est normal que des gens puissent bénéficier de leur richesse. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand vous avez des patrimoines aussi colossaux que ceux-là, qui sont plus importants que 40 ou 50 pays, le PIB de 40 ou 50 pays du monde. Et donc ça fait des puissances privées qui viennent s'attaquer directement à la puissance de l'État, et avec une conséquence également, un corollaire, c'est que du fait de cette libre circulation des mouvements de capitaux, par des jeux d'écriture, vous pouvez faire apparaître
des déficits en France et des excédents dans des paradis fiscaux, de telle sorte que nous sommes revenus dans une situation qui était celle de 1788. En France, les gens les plus riches ne payent quasiment plus d'impôts. Vous savez, la tranche, là, je parle vraiment des quelques centaines de personnes les plus riches, hein. Je parle pas parle pas des gens aisés, je ne parle pas des gens qui gagnent 1 ou 2 millions d'euros par an, c'est déjà des gens très aisés, ou même 10 millions d'euros. Non, je parle de gens qui ont des dizaines de milliards d'euros. Ils ne payent quasiment plus d'impôts. Alors, est-ce que ce système est viable en France? Personnellement, je ne le pense pas. Mais ce qui est certain, c'est que il est fondamental, vous seriez à la place de ces multimilliardaires, vous ne voudriez surtout pas que quelqu'un comme Asselineau, qui connaît son truc, qui est fiable, qui est sérieux, qui est inspecteur général des finances, etc., qui est un homme qui a été réputé dans l'administration pour être un homme sérieux et connaissant ses dossiers, donc crédible, vous ne devriez surtout pas lui donner la parole. Il est très important de faire mousser des gens style Sandrine Rousseau ou des comment dirais-je, des danseurs mondains comme Monsieur Bardella, des gens comme ça, qui ont 28 ans, 30 ans, qui ne connaissent rien, qui font que réciter des fiches qui leur sont préparées par des agences de com. Ça, c'est pas gênant du tout. Dans la mesure où tous ces gens, ces opposants-là, doivent respecter fondamentalement on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'euro, on reste dans l'OTAN. Mais c'est pour ça qu'on nous interdit d'avoir accès. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut retenir à long terme? Par exemple, quelle est la destinée de l'euro? Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la France peut rester dans ce système? Je suis convaincu du contraire. Et je suis convaincu que, en nous brimant, en nous censurant, on est comme une espèce comment dirais-je, de cocotte minute dont on serre le couvercle et que on ne laisse aucune vapeur s'échapper. Et je pense que la France, comme d'autres pays d'Europe, va peut-être vers une explosion générale. Justement, ceux qui vous connaissent savent que pour vous, la chute de l'euro, elle est inéluctable. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les risques sont encore plus importants qu'il y a quelques années, ou est-ce qu'on est arrivé à un stade... Alors, vous savez que Marc Toiti, que je connais, qui n'est pas un révolutionnaire, c'est quand même quelqu'un qui est un économiste tout à fait sérieux, il a pronostiqué, là j'ai vu ça une dizaine de jours, qu'à son avis, la zone euro telle qu'on la connaît aura disparu en 2025. Je trouve qu'il s'est un petit peu avancé, parce que je pense qu'il y a une résilience de cette affaire. Pourquoi il y a une résilience? Peut-être pour les mêmes raisons que celles que je viens d'invoquer. C'est que il est fondamental pour les gens qui ont mis au point ce système, qu'ils le maintiennent coûte que coûte. Whatever it takes, hein, c'était la formule fétiche de Mario Draghi. C'est très important de faire en sorte que ça reste. Mais est-ce que c'est possible? Vous savez qu'il y a, là je m'adresse ici aux experts, mais il y en a sans doute qui regardent Agora, la monnaie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs chez vous, l'euro n'est pas une monnaie unique, en ce sens que ça n'est pas adossé à une seule banque centrale, c'est une monnaie commune, c'est-à-dire qu'en fait, les monnaies nationales existent toujours, puisqu'il y a toujours les banques centrales nationales. La Banque de France, la Bundesbank, la Banque d'Italie, etc. Je reviens pas, c'est assez compliqué, je crois que j'en avais déjà parlé ici. La balance des paiements courants au sein de la zone euro est suivie par un système qui s'appelle le système Target 2. Et depuis que ce système existe, on assiste, avec des ralentissements, des légères baisses et puis des remontées, on assiste à un phénomène divergent durablement depuis 1999. On a des pays dont le sol ne cesse que de s'accroître par rapport à d'autres, nominativement l'Allemagne en premier, mais aussi les Pays-Bas, la Finlande et le Luxembourg, et donc dont les créances sur les pays du Sud ne cessent que de grandir pour atteindre actuellement, je crois qu'il y a plus de 1000 milliards d'euros de créances détenues par les pays du Nord sur les pays du Sud. Et à contrario, vous avez la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui, eux, ne cessent que de plonger. La France étant plutôt négative, mais moins que les autres. Ce système n'est pas viable sur long terme. Il s'y ajoute un phénomène très important, c'est que l'euro est un système que les économistes appelleraient procyclique. C'est-à-dire qu'il aggrave les situations au lieu de les régler. Pourquoi je dis ça? Parce que
l'euro, il est coté par rapport au dollar comme une espèce de cote mal taillée d'une monnaie qui comporte du Deutschmark, mais qui comporte de la drachme grecque, qui comporte du florin néerlandais, mais qui comporte de la peseta espagnole. Donc, avec des monnaies qui traditionnellement étaient très sérieuses et adossées à des économies très solides, ce qui est moins vrai de l'Allemagne depuis maintenant l'affaire de Nord Stream et depuis la guerre, mais c'est quand même une économie extraordinairement solide, alors que les économies du Sud sont plus flageolantes. Bon, donc l'euro est une monnaie qui est un peu cotée à mi-chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu d'Allemagne, on a une monnaie, l'euro, qui vaut moins cher par rapport au dollar que ce que serait le Deutschmark. D'ailleurs, des économies sont calculées, notamment à partir des évolutions des systèmes de la balance des paiements, des soldes de la balance des paiements, que si l'euro explose demain, le nouveau Deutschmark devrait grimper de l'ordre de 35% par rapport au dollar, par rapport au cours de l'euro. Ça veut donc dire que l'économie allemande a une monnaie sous-évaluée, ce qui a dopé les exportations allemandes, jusqu'à récemment, donc jusqu'à l'affaire de la guerre en Ukraine. Et vous savez que l'Allemagne, pendant des années, a eu un des principaux excédents commerciaux au monde, parfois même arrivant, je crois même, il est arrivé en tête devant la Chine. Enfin, c'est extraordinaire. Ce qui a énormément favorisé l'industrie allemande. Mais à contrario, les pays du sud de l'Europe ont une monnaie qui est surévaluée. Et donc là, vous avez eu affaire à des pays comme la France, l'Italie et la Grèce, qui ont vu des déficits commerciaux géants se creuser, du chômage de masse, même si actuellement on nous explique que le chômage a disparu, c'est largement faux parce que c'est en fait du traitement statistique mais qui ne correspond pas à la réalité. Et face à ça, les systèmes sociaux de protection sociale des pays du Sud ont marché à plein et on a vu la dette exploser en fait. Voilà. Ajoutons par ailleurs pour la France l'affaire du Covid, l'affaire du confinement, donc on a une explosion des dettes des pays du Sud. Alors ça a un impact également fondamental. C'est que les explosions des dettes est tellement important que ça finit par faire monter les taux d'intérêt. Or, si vous avez les taux d'intérêt qui montent, pas ici que je vais expliquer que si les taux d'intérêt d'une obligation montent, la valeur de l'obligation baisse sur les marchés financiers. Vous avez des grands fonds d'investissement, BlackRock ou Vanguard, qui ont pu acheter il y a 1 an ou 2 ou 3 justement des obligations, et qui d'un seul coup voient que leurs obligations dégringolent. Et c'est un phénomène donc ils ont perdu moins 20 ou moins 30%. Il y a eu un véritable crack. Charles Gave a fait un papier très intéressant d'ailleurs sur le sujet il y a quelques jours. Donc ça veut dire que la France, elle a besoin de plus en plus de lever des fonds sur les marchés financiers, et des investisseurs vont être de plus en plus réticents à lui fournir ces fonds parce qu'ils ont peur que les taux d'intérêt ne continuent d'augmenter derrière. Ça veut dire aussi au passage que le gouvernement français est désormais pieds et poings liés devant la Banque centrale européenne. Donc à mon avis, tout ceci ne peut se terminer que comme quoi. Ça veut dire, par exemple, regardez ce qui s'est passé en Italie avec Madame Meloni. Elle a été élue sur un programme, plus d'immigration, etc. Mais aussitôt élue, elle a annoncé qu'elle allait augmenter l'immigration, ce qui d'ailleurs discrédite complètement la démocratie, parce que tout simplement, elle est tenue à la gorge par le même phénomène. La Banque centrale européenne, vous savez que depuis les facilités Draghi, la Banque centrale européenne, elle rachète, alors que normalement elle n'a pas le droit. Les traités européens interdisent à la Banque centrale européenne d'acheter les obligations émises par les États membres. Mais Mario Draghi, celui dont on parlait tout à l'heure, a proposé un système à l'italienne, qui est une arnaque en fait, c'est-à-dire qu'il a dit d'accord, on rachète pas les obligations des États, mais on va les acheter sur le marché secondaire, c'est-à-dire lorsque quelqu'un achète, ce qui revient quand même à violer les traités. Et donc, actuellement, vous avez la BCE qui a racheté des obligations du Trésor français au Trésor italien au fur et à mesure qu'on avait des déficits commerciaux. Et donc là, on est dans la main de la BCE, dans la main de l'Allemagne et des Pays-Bas qui en ont ras-le-bol de cette histoire. Vous voyez bien, le gouvernement français est aux abois, en fait. Monsieur Attal, maintenant, s'attaque à l'assurance sociale des Français, au chômage, mais les prestations familiales, etc., ça vient bientôt être les prestations sociales, ça va être peut-être ensuite la sécurité sociale, tout va y passer, et avec un risque majeur d'un effondrement du refus des prêteurs de nous continuer à nous prêter, une explosion des taux d'intérêt,
et donc peut-être une explosion de l'euro dans les pires conditions. C'est pour ça que je suis désolé, je sais que je joue les comment dirais-je, les oiseaux de mauvais augure, voilà, celui mais la situation est vraiment très mauvaise, et il y a un risque que la France n'arrive même plus à se financer. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est un tout. Les gens qui disent, moi je vois des gens parfois qui me disent, vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, comment on financera notre dette, etc. Je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce que le risque, il est peut-être encore plus important si on reste dans l'euro, avec cette dette qui ne cesse que d'exploser, et d'ailleurs qui est en partie générée parce que nous sommes dans une monnaie qui est trop puissante pour l'économie française. Pour vous, on ne peut pas régler le problème de la dette sans sortir de l'euro. Je pense, c'est que il faut de toute façon. Enfin, je pense qu'un pays ne peut pas, comme disait Charles de Gaulle, on ne peut pas diriger un pays durablement contre sa volonté profonde. Ça fait maintenant des années que la France est gérée durablement contre la volonté profonde des Français. Voilà. Les Français, c'est pas des va-t-en-guerre. Les Français, ils ont pas envie de faire la guerre à la Russie pour défendre un régime ultra corrompu comme l'Ukraine. Les Français, ils ont pas envie d'avoir forcément des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Les Français, ils seraient favorables, comme d'ailleurs c'est le cas en Suisse, un protectionnisme raisonnable. Par exemple, les Français n'ont pas envie d'avoir des fermes de 10 000 vaches. Les Français, ils aiment bien avoir de la nourriture bio. C'est un peuple de pondération, la France. Les Français n'ont pas envie d'avoir une hyper-consommation, etc. Et les Français, surtout, ils veulent avoir leur mot à dire. Or, actuellement, tout ce qui concerne notre pays leur échappe des mains. Il va y avoir, enfin, toute l'histoire de France, d'une part, l'histoire du monde, d'autre part, montre qu'il va y avoir un formidable backlash, comme on dit en anglais, un formidable retour de bâton, un jour ou l'autre. Je ne sais pas si ça sera en France, si ça sera ailleurs, mais il va y avoir un retour de bâton. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie, qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi, j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qui ont racheté l'Ukraine. Donc on voit bien que la France n'est pas dirigée. Il y a une vieille expression, vous savez, qu'on dit justement dans le monde de la finance ou de l'assurance, c'est l'expression en bon père de famille, géré en bon père de famille. Eh ben la France, elle aurait besoin d'être gérée en bon père de famille, et c'est pas le cas. Alors j'ai une dernière question sur laquelle j'aimerais conclure. Donc aujourd'hui, on vit à une époque où de plus en plus de scandales de corruption éclatent et où les processus démocratiques ne sont pas respectés. Comment, dans ce contexte, est-ce qu'on peut redonner aux citoyens l'envie de se faire entendre, d'aller voter, quand tout semble un peu perdu d'avance? Je suis 1000 fois d'accord avec cette question. Je vais vous poser une question que moi je fais des réunions publiques dans toute la France. Je vous assure qu'il y a du désespoir chez les gens. Il y a le désespoir, c'est comme aussi les gens qui stigmatisent, voilà, tel immigré qui vole à l'État. C'est vrai qu'il y a de la violence qui monte dans la société, les vols, les violences, les commis, etc. Mais quand vous allez dans des quartiers déshérités, les gens, vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, et là-haut? Regardez ce qui se passe. La vice-présidente du Parlement européen, vous savez, une Grecque, on a découvert, il y a des policiers qui ont soulevé son matelas, il y avait 180 000 euros en billets de banque. Et les gens, ils voient que Madame von der Leyen, elle a passé commande avec son téléphone portable de 41 milliards d'euros. Donc tous ces scandales de corruption, ils rétroagissent au niveau du peuple, parce que les gens se disent, mais attendez, regardez, et au sein du gouvernement, enfin, c'est quoi ça? Donc, même le train de vie de l'Élysée. Si un jour je suis élu président de la République, je vous assure que parmi les toutes premières décisions que je prendrai,
je diviserais par, je sais pas, je regarderai le truc, mais au moins par 3 le train de vie de l'Élysée. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait, je ne sais plus, toute une flotte d'avions, et ci et ça. On peut garder un avion peut-être. C'est pas normal que la première dame de France, ou le premier conjoint de France, et un jour c'est une femme à l'Élysée, ait ce train de vie mirobolant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pareil d'ailleurs pour la pléthore de ministres. Pareil, moi dans mon programme, il y avait la suppression des régions. On a créé des régions en 1982, on se passait très bien des régions avant. Hein. Avant, on avait des établissements publics administratifs qui avaient été créés par Pompidou et qui coûtaient 3 francs 6 sous. Là, on a maintenant créé 1780 élus qui ont tous leur cabinet, chef de cabinet, voiture de fond. Enfin, c'est tout. Il y a un empilement des strates, géologiques. Il y a 7 niveaux de commandement en France, c'est pas possible. Donc la France, il faut supprimer tout ça, mais ça c'est une véritable révolution. C'est pas avec des partis anciens que vous allez faire ça. Parce que moi, quand je propose de supprimer la région, je le dis d'autant plus qu'on n'a pas d'élus régionaux. Mais le RN, LFI, les Républicains, PS, ELV, ils ont tous des élus régionaux qui n'auraient surtout pas, on touche à mon fromage. Donc il faut donner, vraiment, je le crois profondément, un grand coup de balai à tout ça. Il faut une bonne purge pour avoir vraiment des nouvelles équipes qui arrivent au pouvoir et qui fassent, voilà, et qui introduisent quand même de l'honnêteté, du courage. Alors, je suis absolument certain que, vous savez, je cite souvent des proverbes chinois, vous me permettrez, c'est un peu un travers, mais c'est aussi pour illustrer les choses. Et il y a deux proverbes que je voudrais citer en conclusion. Il y a un proverbe qui dit le poisson pourrit par la tête, en chinois. Pour redonner aux Français confiance dans la France, dans l'État, dans le gouvernement, dans la politique, il faut avoir à la tête de l'État, du gouvernement, d'un parti politique, quelqu'un dans lequel les gens aient confiance. Moi, depuis 17 ans, je ne pense pas avoir jamais menti. Je pense avoir toujours dit la réalité, la vérité aux Français. C'est ma marque de fabrique. D'abord, je suis comme ça, je suis quelqu'un de franc. Et puis depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu horreur qu'on se moque de moi. Voilà, qu'on me fasse des fausses promesses, qu'on me baratine, etc. Je vois ça. Donc, ce qui fait le succès de notre mouvement, pourquoi on a de plus en plus de gens qui viennent, qui adhèrent ou qui viennent dans les réunions publiques, parce que les gens se disent, ce monsieur, ça fait 17 ans qu'il dit ça, même au pire moment, il n'a jamais changé, à temps et à contre-temps, comme on dit dans l'église, il a tenu bon, là, et en fait, c'est lui qui avait raison, parce que les événements me donnent raison. Je peux vous dire que là, on a créé une confiance dans ce mouvement. On voit des gens de droite et de gauche qui arrivent. La liste que je vais présenter, j'ai déjà annoncé, mon troisième de liste sera un général en deuxième section, le général Henri Roure, qui a eu une carrière très, très prestigieuse, qui a dirigé les forces françaises au Gabon, etc., qui a été près de l'état-major sur les questions stratégiques, donc avec qui je m'entends extrêmement bien, qui a les mêmes visions géopolitiques que moi, qui est plutôt classé à droite, et qui d'ailleurs en 2019 était sur la liste de M. Dupont-Aignan, mais M. Dupont-Aignan, comme vous le savez, ne se présentera plus cette fois-ci aux européennes. Et puis du côté gauche, on a eu le ralliement de quelqu'un qui a été vice-président, Monsieur Colomba, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France et qui a été sénateur apparenté PS et apparenté PC. Donc un homme de gauche et qui, moi j'ai la réputation plutôt d'avoir été à droite, ce qui est vrai d'ailleurs, j'étais plutôt du côté de l'UMP jadis. Mais il dit, là, j'ai fait une vidéo avec lui qu'on peut voir sur notre chaîne UPR TV, comme le général Roux il dit la situation est trop grave aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble tous vis-à-vis de quelqu'un en qui on peut avoir confiance et un programme qui n'a pas changé depuis 17 ans. Donc ça, c'est très important. C'est pour redonner confiance en la politique, il faut d'abord que les gens qui sont à la tête des partis politiques ou du gouvernement ou de l'État soient des gens en qui on ait confiance. Les Français, même s'ils critiquaient De Gaulle, ils savaient que De Gaulle, il avait la France au cœur. Il savait que De Gaulle, il payait lui-même ses timbres personnels à l'Élysée. Il savait que De Gaulle, sa femme, elle avait aucune prébende. Il savait que c'était un homme, bon, il avait des qualités et des défauts, mais personne en France ne doutait que De Gaulle était quelqu'un qui se battait, qui passait 24 heures sur 24 de sa vie à se battre pour la France et pour les intérêts de la France. Aujourd'hui, les Français sont convaincus que Macron
se fichent complètement de la France et ils travaillent pour d'autres forces, des forces étrangères. Donc ça, c'est le premier proverbe chinois. Et puis le deuxième proverbe chinois, on terminera là-dessus, c'est un beau proverbe qui dit « c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable intègre ». Et ça, c'est vraiment important. C'est qu'on est arrivé à une telle extrémité. Moi, je le vois, les gens sont complètement désespérés. Il y a dans le ressort de la France profonde des responsables intègres. J'en ai cité 2, si vous voulez. C'est pas évident pour un général de 2e section, comme Henri Roure, ou pour un sénateur qui a été sénateur PC, de se rallier à un parti qui est aussi pestiféré que le nôtre et qui n'a pas le droit d'avoir accès aux grands médias et dont, dans les dîners en ville, si vous voulez, les gens, personne n'ose dire qu'il faudrait peut-être sortir de l'Union européenne, tellement c'est réprouvé. Mais s'ils le font, c'est parce qu'en leur âme et conscience, ils pensent qu'ils sont arrivés à la même conclusion, c'est ça la solution, sinon la France va être détruite. Voilà. Dès lorsqu'un pays est en proie au chaos, qu'apparaissent des responsables intègres. Merci beaucoup François Asselineau pour cette belle conclusion. Et merci pour le travail que vous faites aussi d'information, c'est salutaire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.